te présenter rapidement. Donc toi, Grégory, tu es un ex-e-commerçant. Tu as commencé par le e-commerce pour toi-même. Et après, derrière, tu as monté quelque chose d'un petit peu différent. Un outil pour les e-commerçants. Parce que avant tout, on peut dire que tu es aussi un entrepreneur. Oui. Aujourd'hui, tu t'es donné pour objectif de simplifier, de vulgariser la comptabilité et la fiscalité pour les entrepreneurs. C'est des sujets en général qui enthousiasment pas les foules. Je me rappelle quand je t'ai demandé de Alors, participer à e-commerce, tu m'as dit ça va pas être intéressant du tout de parler de fiscalité et de comptabilité. Mais c'est des sujets pour moi qui sont tellement importants que c'est cool que du coup on puisse les aborder, que tu puisses nous partager ton expérience et tes connaissances. Aujourd'hui, tu apportes une solution simple pour gérer la facturation, la comptabilité de sa boutique e-commerce. Tout est totalement automatique, ça marche super bien, même pour les personnes qui n'ont aucune expérience. C'est ce que tu fais avec Business. Du coup, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Grégory, merci et beaucoup. de voir comment on peut faire du e-commerce en toute légalité. Comment vas-tu, Grégory? Est-ce que tu es en forme? Eh ben oui, tout à fait. Je vais très bien. Je vais très bien. Bonjour à tous. Alors en effet, hein, comme tu l'as dit, c'est pas la compta, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Hein. Clairement, ça va pas vous faire gagner de l'argent. Par contre, ça peut vous éviter d'en perdre pour le coup. Donc, voilà, faut voir ça plutôt comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus de ça, il y a eu plein de questions ces derniers mois au niveau de ceux qui font du dropshipping, comment ça se passe pour la TVA, comment ça se passe pour l'import, comment ça se passe Mm. si je vends en France, si je vends à Oui, l'étranger, etc. C'était très compliqué de trouver des informations parce qu'en général, ceux qui font les lois, je sais pas, ils donnent très difficilement l'information sur comment ça va se passer. Et toi, là-dedans, toi, tu connais tout ça très bien, tu as été obligé de le faire et de te mettre vraiment super à jour pour business. Et encore tout à une fait. fois, tu as vraiment à cœur de créer un super software qui fonctionne super bien. Donc, du coup, tu l'as fait. Donc, du coup, tout ça, c'est des choses que tu connais très bien. Et donc, du coup, la première chose que je voulais te demander, c'était j'ai ma boutique e-commerce, tu vois, elle est en ligne, elle fonctionne, etc. Quelles sont les informations obligatoires que je dois mettre sur ma boutique d'un point de vue légal? Car souvent, on parle des CGU, on parle des CGV, et on a une idée assez globale de ce que c'est et de, disons, l'utilisation que nos utilisateurs peuvent en faire. Mais d'un point de vue légal, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Alors, donc, en effet, comme tu l'as dit, les CGV sont obligatoires, les conditions générales de vente, et elles doivent détailler un certain nombre de choses. Et là, je vais rentrer très vite dans une problématique que je vois beaucoup, parce qu'évidemment, moi, je suis en contact avec beaucoup d'e-commerçants hein, qui utilisent Business, et la chose que je vois régulièrement, et qui évidemment n'est pas légale, ça concerne les auto-entrepreneurs. Alors, on sait tous, ces auto-entrepreneurs, le nom de leur auto-entreprise, c'est leur nom personnel, et généralement, l'adresse de leur entreprise, c'est leur adresse personnelle. Et ces informations-là doivent apparaître sur un site internet, dans les conditions générales de vente, enfin, dans les mentions légales plutôt. Tout simplement, vous êtes un professionnel, vous devez indiquer à vos utilisateurs quelle société opère le site internet, comment la contacter. Donc, quand on est auto-entrepreneur, eh ben, le nom de sa société, c'est Toto Machin. Hein, c'est Grégory Siena, je suis auto-entrepreneur, ma société, c'est Grégory Siena. C'est pas le nom de ma boutique. Alors, même si vous avez utilisé un nom commercial quand vous avez créé votre auto-entreprise, il faut savoir que ce nom commercial, il n'a aucune valeur juridique. Donc, encore une fois, votre auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle. En tant qu'entreprise individuelle, votre nom, votre prénom et nom de famille, c'est votre raison sociale. Donc, important, évidemment, obligatoire de la mettre. Et pareil pour l'adresse. L'adresse, les coordonnées, enfin l'adresse postale, tout simplement. Encore une fois, je sais que ça déplaît à beaucoup de monde de mettre son adresse personnelle parce que la plupart du temps, ils ont domicilié leur auto-entreprise chez eux. Donc, pour contrer ça, soit en fait, vous cherchez une domiciliation. Donc, il y a plein de sociétés de domiciliation qui vous permettent voilà, d'avoir une adresse sur laquelle vous pourrez recevoir du courrier qui vous le renverront, etc. Moi, par exemple, ma société, j'ai une domiciliation en région parisienne qui me sert finalement de. Voilà, c'est une boîte postale. Euh, et, euh, mais dans le cas contraire, vous êtes de toute manière obligé. Alors, plein de personnes ne le font pas de peur qu'en effet, ils se retrouvent avec des clients mécontents qui viennent taper à leur porte pour s'énerver. Alors, si vous faites bien les choses, il y a peu de chances que ça arrive. En tout cas, voilà, c'est très important. Je vois très souvent des gens qui bypassent, qui justement ne donnent pas leurs vraies informations de peur à être vu au grand jour. Et aussi autre chose important, c'est que je pense que la plupart des gens aussi qui sont auto-entrepreneurs ont peur aussi de cette image, se disent si je montre que je suis tout seul, que je suis un auto-entrepreneur,
ça va pas donner confiance aux clients, aux acheteurs. Bon, il faut savoir qu'il y a aussi pas beaucoup d'acheteurs qui vont aussi sur les mentions légales du site, hein. Il y en a qui le font évidemment, mais ils ne le font pas tous. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une contrainte, c'est une obligation. Encore une fois, il y a beaucoup de contraintes dans le monde qui nous entoure, mais voilà, on est obligé de s'y tenir. Donc ça en fait partie. Donc vraiment, soyez comment dire, faites bien les choses dans ce sens-là. Sur les mentions légales. Donc ça, voilà, sur la présentation de l'entreprise, enfin sur les coordonnées de l'entreprise, vous devez donc les indiquer. Alors évidemment, si vous êtes en société, vous devez aussi indiquer votre capital social, etc., etc. Mais toujours, ce qui est le plus important, c'est surtout les moyens de vous contacter, le nom de votre entreprise et l'adresse postale. Ensuite, d'autres informations obligatoires sur le site web, eh bien, c'est lié à la RGPD, hein. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus contraint d'aller vous enregistrer à la CNIL. Avant, vous étiez obligé de faire une déclaration simplifiée à la CNIL pour dire que vous collectiez de la donnée dans le cadre de votre activité. Par exemple, si vous avez une newsletter, vous collectez des adresses email. Donc ça, vous n'avez plus besoin de le faire maintenant, de faire cette déclaration à la CNIL à partir du moment où vous avez un fichier RGPD, que vous montrez. Voilà, et évidemment, une page doit être dédiée à une page de confidentialité. Vous devez avoir cette page dédiée sur votre site web qui justement explique comment vous mettez en place justement ces contrôles, comment vous sécurisez les données que vous collectez, qui est la personne qui est chargée de gérer ces données, comment vous pouvez comment vous pouvez demander justement à être retiré de ces fichiers clients, etc. Toute cette page détaille ces obligations en termes de RGPD. Et donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de sites, pas mal de sites qui vous proposent, voilà, de rédiger. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir un avocat fiscaliste qui va prendre évidemment beaucoup plus cher. Il y a aussi pas mal de sites qui permettent de générer, on va dire automatiquement avec vos informations, mais en tout cas qui vous permettent de générer des mentions légales et autres, mais qui sont dédiées au métier du e-commerce, parce que c'est pas forcément la même chose entre business, par exemple, qui a un logiciel, un outil SaaS versus un logiciel de e-commerce. On n'a pas les mêmes contraintes en termes de conditions générales de vente ou autres. Donc on a, voilà, il y a pas mal d'outils qui existent. J'ai oublié le nom, je crois Capitaine Contrat, il me semble, fait ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, il y a des sites qui permettent déjà de générer ces choses-là, donc c'est intéressant quand même, ça permet quand même d'aller vite, pas forcément passer du temps sur ces pages-là, qui sont encore une fois pas ultra intéressantes. Elles sont obligatoires, mais elles sont pas forcément les plus intéressantes à rédiger sur un site web. Dernière chose aussi, sur votre site web, vous devez indiquer quels sont les cookies que vous utilisez. Ça, c'est pareil, c'est une contrainte qui est aussi liée au RGPD, mais voilà, vous devez indiquer tous les cookies et surtout donner à la personne la possibilité de refuser ou pas les cookies. Alors, vous avez des cookies qui sont obligatoires, hein, dans le cadre de la gestion du panier, ce genre de choses, mais vous avez aussi évidemment beaucoup de cookies de tracking, hein, le Google Analytics, Hotjar, on en parlait, etc. Tous ces outils déposent des cookies et la personne doit être en capacité de refuser d'être tracée. C'est un droit qu'elle a. Et donc, vous devez pareil, respecter ce droit. Et il y a encore une chose, il y a encore pas mal de choses, oui, deux choses même. Vos conditions générales de vente, elles doivent déclarer évidemment les droits du consommateur, hein, les délais légaux de rétractation, les montants de livraison, le prix des articles, évidemment, vous les avez sur chaque page. Important aussi de noter qu'en France, hein, au-delà de 30 jours de livraison, votre client peut demander un remboursement, vous êtes obligé de l'accepter. On ne peut pas avoir une période plus longue que 30 jours de délai de livraison. Alors on sait quand on fait dropshipping avec AliExpress, des fois ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, évidemment, il faut jouer avec entre guillemets, faut s'adresser de manière tout à fait transparente avec le client pour lui faire comprendre la situation, etc. Et à partir du moment où le client n'exerce pas ce droit de remboursement, ben, évidemment, vous pouvez continuer à rallonger cette livraison. Et dernière chose, c'est un service de médiation. C'est obligatoire aussi, vous, en tant que professionnel, de proposer un service de médiation sur votre site internet. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement, c'est gratuit pour l'utilisateur qui va l'utiliser. C'est payant pour vous, le professionnel, parce que vous devez souscrire du coup à un service de médiation.
Et du coup, en fait, ça permet évidemment, avant d'aller au tribunal, d'avoir, en cas de litige entre le professionnel e-commerçant et un client, eh bien, ça permet d'avoir on va dire, une étape avant qui permet évidemment qui permet d'éviter les lourds frais qu'on pourrait avoir en allant au tribunal. Le service de médiation permet voilà, de confronter les personnes et de trouver une solution à l'amiable. Et ce service euh, doit être visible sur votre site internet. Vous devez souscrire à un, euh, un service de médiation. Alors, il y en a plein qui le proposent. La FEVAD, qui est la Fédération des e-commerçants, propose son propre service de médiation. Il y en a après, il y a d'autres sociétés qui ne sont pas spécialisées dans l'e-commerce qui proposent aussi leur service de médiation. C'est vrai que la FEVAD, je crois, commence à peu près à 1 000 € par an, la souscription. Et après, ça dépend de votre chiffre d'affaires, donc ça peut aller beaucoup plus haut. Et après, il y a des services de médiation intermédiaires qui sont multi-activités, qui, eux, sont plus abordables. En tout cas, voilà, soyez aussi conscients que c'est une obligation pour les commerçants de souscrire à un service de médiation. Ne pensez pas que c'est gratuit, vous pouvez juste mettre quelque chose que vous avez retrouvé ailleurs sur Internet. C'est encore une fois quelque chose que vous devez souscrire et qu'ensuite que vous devez mettre sur votre site Internet pour que les gens puissent le trouver et s'y référer si besoin. Bon, du coup, c'est top d'avoir toutes les infos. C'est cool qu'il y ait un replay de cette conférence pour que du coup, on puisse re-avoir les informations et que du coup, on soit sûr de rien rater. Mais effectivement, toutes ces informations-là, c'est top. Merci beaucoup, Grégory. On voit que tu connais à fond ton sujet et que du coup, grâce à tout ça, on a toutes les bonnes clés en main pour être sûr d'être 100% légal et qu'il n'y a aucun souci derrière. Car en fait, c'est ça le risque. C'est que du coup, si jamais il y a un truc qu'on fait pas bien et que derrière, on a un client Ouais. qui est pas content ou que du coup ça tourne mal avec quelqu'un, après derrière ça tourne vraiment mal, quoi. C'est ça le souci, c'est pour éviter les problèmes plus tard. Donc du coup tout Exactement. ça c'est cool, tout ça c'est cool. Et juste j'ai une question qui me passe par la tête comme ça, avant qu'on embraye sur les prochaines questions sur le sujet. Comment tu sais tout ça, toi? Comment tu as fait pour apprendre tout ça alors que les informations sont si Ah, compliquées à trouver? non, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un peu aussi en lien évidemment avec business. C'est que moi, avant business, j'ai fait beaucoup de tests avec des différents projets. J'ai essayé de l'affiliation, j'ai essayé du e-commerce. J'ai un peu tout essayé avant de trouver, je pense, euh, comment dire, le projet qui me convient et qui arrive vraiment à bien se développer, qui est business. Mais avant ça, j'ai essayé plein de choses et c'est vrai que j'ai toujours été, comment dire, très sérieux dans la mise en place d'un business avec vraiment, moi, ça fait partie vraiment des fondations. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est des choses qui sont, on pense pas à tout ça quand on commence. On se dit, allez, vas-y, je vais faire mes premiers euros tout de suite, etc. Le problème, c'est que pour ceux qui justement vont bien décoller, généralement après, ils vont aller tellement vite qu'ils vont jamais revenir sur ce genre de choses ou très rapidement et finalement se retrouvent en difficulté. Et pour moi, c'est aussi en tant que consommateur, on est tous e-commerçants, on est tous aussi à la fois consommateurs. Et moi, j'aimerais évidemment pas traiter avec quelqu'un qui est pas en règle, quelqu'un qui a pas souscrit à ci, à ça, etc. Donc c'est aussi finalement, c'est pour ça que moi j'ai toujours mis un point d'honneur à, quand je montais quelque chose, passer beaucoup de temps sur la phase légale au départ, avoir quelque chose qui soit carré, quelque chose qui m'évite des problèmes, même si en effet c'est un projet qui a duré 6 mois et qui n'a pas fait d'argent, je sais qu'en tout cas j'étais en règle, j'étais correct là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à tous ces trucs. C'est pas forcément, je trouve, hyper compliqué. Il y a juste quelque chose à savoir pour être après en règle. C'est vrai qu'en France, en plus, on est quand même le pays où on a le plus de comment dire, le plus de contraintes. Comment dire, on essaye de chercher les conformités partout, ce qui est, on va dire, pas plus mal, je trouve, dans l'e-commerce. Mais d'un côté, voilà, il faut jouer le jeu. Encore une fois, on exerce en France, il faut jouer le jeu. Donc ça me paraît normal. Du coup, je suis commerçant, j'habite en France, mon entreprise est en France, ou au moins mon auto-entreprise, je veux vendre en France. Derrière, en plus de toutes ces obligations pour être conforme au niveau de la loi, au niveau de mon activité professionnelle, en plus de ça, quelles sont les obligations au niveau du fisc, au niveau fiscal, à quoi je dois faire attention et qu'est-ce qu'il faut que j'inclue? Pour le moment, je vends en France. Oui. Alors, on le sait tous, on connaît tous
cette fameuse TVA, la taxe sur la valeur ajoutée qui est appliquée partout, hein, sur toutes les ventes, tous les produits, tous les achats qu'on fait, que ce soit en France ou d'ailleurs en Europe, enfin même d'ailleurs dans d'autres pays à l'étranger, mais là on va se concentrer sur la France et l'Europe, enfin la France pour l'instant. C'est qu'en effet, on a cette TVA qui doit être appliquée et ensuite reversée à l'État en question. Donc par exemple, si je vends en France, et vous le savez, je pense que la plupart le savent, c'est que depuis le 1er juillet, il y a une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur, qui est l'OSS-l'IOSS, et qui permet, on va dire, de simplifier, de fluidifier le paiement, la déclaration et le paiement de cette taxe. Mais c'est bien d'avoir cette interface pour payer sa TVA. Autant faut-il l'appliquer correctement en amont. Et donc pour ça, il y a des règles. Les règles, elles sont imposées entre guillemets. Enfin, elles étaient bien imposées bien avant l'OSS-l'IOSS. L'OSS-l'IOSS a un peu précisé les choses. Mais pour faire simple, il faut distinguer. Alors quand on va en France, il faut distinguer deux choses. C'est d'où part le produit et où est situé le client. Donc là, on l'a dit, le client est situé en France, ok. Maintenant, il faut s'interroger sur d'où part le pays. Si le produit part d'un pays tiers à l'Union européenne, comme par exemple la Chine, comme c'est le cas si on fait du dropshipping avec AliExpress, et bien dans ce cas-là, on doit appliquer la TVA du pays de destination. Encore une fois, heureusement qu'il y a un replay, parce que je pense que je vais rentrer en détail, ça va aller vite, mais prenez des notes sinon. Donc, quand le pays de départ est tiers Europe, on applique la TVA du pays de destination. Pour les auto-entrepreneurs, le pays de destination, c'est la France. Mais comme en France, on n'est pas, en tout cas au départ, quand on est en franchise de TVA, finalement, on n'a pas de TVA à appliquer. C'est important, en fait, d'avoir cette notion de pays de destination parce qu'en fait, on parle finalement de la localisation où la vente est réputée faite. Là où la vente est réputée faite, ça veut dire finalement le lieu où la vente est taxée. Et donc, si la vente est taxée en France, et si je suis auto-entrepreneur, je peux bénéficier du régime de la franchise de TVA. Donc, concrètement, je n'ai pas appliqué la TVA à partir, du moins en dessous d'un certain seuil. Mais voilà, donc les ventes qui sont faites, par exemple, de Chine vers la France, je peux faire des factures hors taxe parce que je ne suis pas concerné, je ne suis pas redevable de la TVA. Si par contre la même chose, je fais une vente de France, mon stock est en France, le pays part de France, enfin le produit part de France, le colis est un entrepôt en France et mon client est en France, là pareil, la vente doit être taxée sur le lieu de destination, donc la France. Encore une fois, si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez mettre 0 comme TVA, vous faites une facture hors taxe. Et ce sera bon. Évidemment, pour les sociétés et les auto-entrepreneurs qui ont dépassé le seuil de TVA, le seuil de franchise, là, vous devez déclarer la TVA. Donc là, vous ferez des factures avec 20% de TVA. Et en ce qui concerne les ventes qui viennent de l'extérieur de l'Europe, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des ventes qui sont, elles, soumises à l'IOSS. L'IOSS, c'est tout ce qui vient hors Europe, et OSS, c'est tout ce qui se passe en Europe. Et donc, les colis qui viennent de l'extérieur de l'Europe sont soumis à l'IOSS. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est soumis à la TVA du pays de destination. Et au passage, on doit faire une déclaration dans l'IOSS sur justement les montants qu'on a vendus. Donc, si je fais une vente de 100 € hors taxe, c'est toujours hors taxe, hors frais de livraison. Et donc, si je fais une vente de 100 € en France, je devrais déclarer dans l'IOSS que j'ai fait une vente de 100 € en France. Ça marche uniquement, encore une fois, si vous devez déclarer la TVA si vous êtes auto-entrepreneur en franchise. Comme vous ne connectez pas de TVA, vous ne faites pas de déclaration dans l'IOSS, ou en tout cas, vous faites une déclaration à néant, une case à cocher pour ça. Parce qu'il faut quand même faire une déclaration tous les mois. Mais si elle a 0, vous cochez, vous avez une case néant, vous validez la déclaration sans rien mettre dedans. Maintenant, une petite subtilité quand même, c'est que si votre stock est hors France, qu'il est en Europe, par exemple, qu'il est en Europe. Ok. On va prendre un exemple en Allemagne, et que de l'Allemagne, vous le vendez en France. Vous êtes une société domiciliée en France et que votre produit part d'Allemagne vers la France.
et bien là, vous devez appliquer encore une fois la TVA du pays de destination, okay, la France en l'occurrence. Et donc toujours pareil, si vous êtes en franchise, vous n'avez pas appliqué la TVA. Et si vous devez appliquer la TVA, eh bien, vous appliquez à 20%. Est-ce que tu as une Donc idée du là, seuil... oui. Pardon, je te coupe, mais c'est juste, tu as une idée du seuil de franchise de TVA? Je m'en rappelle plus. Pour les e-commerçants, il est à 80 000 et quelques. 80 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est ça? Ah bah, à peu près. 80 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est ça. Et si je ne dis pas de bêtises, enfin, il y a une tolérance, mais on va dire qu'il est à 94 300 euros. C'est Euh, précis. voilà. C'est On a une précis. seuil de tolérance entre 85 800 et 94 300. Mais voilà, si on dépasse ce seuil le plus haut, on doit appliquer la TVA euh, immédiatement. On doit même revenir d'ailleurs au premier jour du mois. Ok. Donc voilà, pour les ventes en Europe. Pour les ventes en Europe, pour les ventes à l'étranger, genre par exemple, je suis une entreprise en France et tous mes clients, ils sont... Tiens, prenons le cas de la Suisse, par exemple. Prenons le cas de la Suisse. Du coup, la Suisse, c'est un cas particulier ou c'est considéré comme un pays européen? Alors non, la Suisse n'est pas en Europe. C'est Donc, ça, c'est pour ça que je te demande. donc comment dire, les ventes en Suisse sont considérées comme des exportations, c'est-à-dire que ce sont des ventes dans un pays tiers. Et donc, de toute façon, c'est une déclaration hors taxe. Enfin, c'est une vente hors taxe que vous ferez. Vous ne déclarerez pas à l'IOSS ni à l'OSS, parce qu'encore une fois, l'OSS et l'IOSS, ce sont uniquement quand ce sont des ventes qui sont faites en Europe. Petite précision que je n'ai pas dit, c'est l'IOSS, ça D'accord, marche uniquement quand ce sont des montants inférieurs à 150 euros. C'est important aussi de le dire, c'est que faut que vous d'accord. fassiez une vente. Enfin, il faut que le colis qui traverse la douane, il a été, comment dire, le contenu du colis a un montant inférieur à 150 euros. Et quand je parle du montant, c'est pas le prix du produit sur AliExpress, c'est le prix que vous l'avez vendu au client. Ok. Oui, donc, du coup, tout ça, ça s'applique effectivement, donc pas pour des pays comme la Suisse ou pour des pays qui seraient en dehors de l'Europe. Par exemple, je vends aux Non, États-Unis, je vends en Australie, je vends en Thaïlande, par exemple. Tous ces pays-là. Du coup, là, il faut effectivement donc s'accorder aux lois par rapport à la TVA, par rapport à la fiscalité exactement. du pays de destination. En fait, c'est Exactement. toujours ça, comme on dit en anglais, at the end of the day, sur lequel il faut faire attention, quoi. C'est le pays de destination, c'est là où est le client, en fait. Ouais, exactement. On part du principe que c'est une exportation et la réglementation européenne part du principe que voilà, c'est une exportation, donc on n'a pas de TVA à appliquer. Mais en effet, Ok, chaque pays ensuite a ses propres règles. Donc on peut, par exemple la Grande-Bretagne a un pseudo OSS, IOSS, et donc ils ont un seuil différent si on veut faire des exportations là-bas. Mais bon, encore une fois, c'est mieux dans ce cas-là avoir un agent sur place qui lui connaisse bien la réglementation du pays en question parce que c'est des fois un peu plus complexe. et qui peut nous aider. Super. C'est plein de bons conseils, effectivement. Heureusement qu'il y a un replay pour cette partie de e-commerce, pour que du coup on puisse être sûr de rien rater de toutes les super informations que tu nous as données. Grégory, ça fait déjà un petit peu plus de 20 minutes, ça passe ultra vite. C'était vraiment super intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un truc à ajouter? Bah écoutez, non, juste que, comme je disais au départ, c'est en effet la compta, la réglementation, tout ça, c'est chiant, mais bon, c'est important à mettre en place au départ, c'est vraiment comme une maison, hein, c'est vraiment les fondations qu'on met en place sur lesquelles après on pourra s'appuyer pour développer son business et puis cartonner. Au top, super. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Eh bien, business.fr, donc c'est l'outil voilà, que j'ai développé qui aide les e-commerçants, enfin les entrepreneurs de manière plus générale. Mais là, pour les e-commerçants, voilà, ça les aide justement à gérer tout cet aspect comptabilité, montant de TVA, OSS, IOSS, tout ça est entièrement automatisé. Donc finalement, j'ai mis tout mon savoir dans cet outil pour automatiser un maximum de choses, pour faire en sorte que l'e-commerçant qui soit derrière, on va dire, rien besoin de savoir, lit juste les chiffres qui sont donnés par business, fasse ses déclarations comme ça, et voilà. C'est top, c'est top, c'est top. En plus, c'est totalement compatible avec Dr. Tate, ça marche super bien et j'en ai Exactement. que des excellents retours. Donc, donc encore une fois, c'était un plaisir de t'avoir avec Merci, nous, plaisir Grégory. partagé. Un grand merci, c'était super intéressant et je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Ciao, Ciao. ciao.